Alors on vient de voir comment l'État mettait en place un certain nombre d'éléments pour regagner un peu d'argent. On va voir sur quoi il s'appuie et sur quoi s'appuient les cigarettiers pour pérenniser la clientèle. Le tabagisme, c'est un vrai phénomène de santé publique qui nous pose évidemment problème. Et les mystères de la dépendance ne sont pas si inconnu que ça, parce que déjà en 71, Hunt nous avait décrit le tabagisme comme une dépendance extrêmement prégnante, plus prégnante que l'alcool. Il est beaucoup plus facile de s'arrêter de boire que d'arrêter de fumer, c'est évident. Et on voit qu'il est aussi difficile de s'arrêter de fumer que d'arrêter de se piquer à l'héroïne ou de prendre de la cocaïne. Donc on a affaire à une toxicomanie dure, dur pour celui qui l'utilise et dur pour celui qui essaye de le faire sortir de cette dépendance. Alors, la définition est tout à fait intéressante. Le tabagisme, c'est essentiellement un comportement qui est entretenu par une dépendance. Cette dépendance, la nicotine en est le principal responsable. Le principal, parce qu'il y en a bien d'autres. Dans la fumée de tabac, il y a 6 à 7 000 produits, et dans ces 7 000 produits, il y en a à peu près une centaine qui sont extrêmement toxiques et en même temps vecteurs de dépendance. Alors, on va essayer d'analyser très rapidement ce comportement. C'est un comportement qui est appris, et on apprend à fumer en quelques semaines, en quelques mois. Et pourquoi ? Par imitation, par norme du groupe, on acquiert des rituels, des habitudes, des gestes automatiques, et puis à la logique de l'adolescent, il suffit que vous disiez à l'adolescent que c'est dangereux, que c'est interdit, il va évidemment se précipiter dessus. Et c'est là-dessus que jouent d'ailleurs les cigarettiers qui ont un lobbying, un marketing extrêmement sophistiqué pour faire entrer les jeunes là-dedans et faire des clients pendant 20 ou 30 ans ou 40 ans. Donc ce comportement, c'est quelque chose qu'on a appris, qui est encarté dans notre cerveau et qui ne nous quittera jamais. Et puis, deuxième degré de la dépendance, c'est la dépendance psychologique. Quand j'ai ma cigarette, je suis bien. Quand je ne l'ai pas, je ne suis pas bien. Quand j'ai réussi, je suis vendeur, j'ai réussi une bonne affaire, je prends ma cigarette, c'est la cigarette récompense. J'ai raté mon affaire, je prends ma cigarette, c'est la cigarette compensation, c'est la cigarette consolation. Et puis l'objet anti-stress, j'ai un stress, il me faut absolument une réponse à ce stress, et la cigarette est là. Donc on a fait un renforcement extrêmement intéressant pour les cigarettiers et l'État. Et enfin, la dépendance physique qui survient quelques mois plus tard, avec des signes cliniques de sevrage, de manque, ce qu'on appelle le craving, c'est-à-dire c'est un bien impérieux de prendre une cigarette, si je n'ai pas mon tabac, je bats ma femme, je tue le chien, etc., etc. Donc ce besoin impérieux, il est extrêmement difficile à vaincre, et on met en place des stratégies pour essayer de le contourner. La nicotine, c'est un produit qui est à la fois miscible dans les graisses et dans l'eau, et lorsque je prends une cigarette et que j'aspire la fumée de la cigarette, il faut à peu près 8 secondes pour que le sang artériel véhicule la nicotine de la cavité buccale jusqu'au cerveau. Donc ce shoot est extrêmement important parce qu'il détermine la dépendance. Et au bout d'un certain nombre de jours, de semaines d'utilisation du tabac, eh bien, on voit apparaître quelque chose de parfaitement intéressant, c'est une dose en dessous de laquelle le cerveau n'entend pas fonctionner, c'est la dose de dépendance. En dessous de cette dose de dépendance, je ne suis pas bien, au-dessus de la dose, je suis bien. La nicotine est métabolisée en 2-3 heures, et lorsque j'ai pris ma cigarette le matin, donc je suis évidemment en manque, eh bien en 8 secondes, j'ai la satisfaction de mon besoin. Donc c'est un effet renforçant extrêmement fort. Et puis comme vous le voyez, la nicotine est métabolisée, je descends en dessous de la dose de demande, donc j'en reprends une autre, et je fais ça 5, 10, 15, 20, 40, 50, le record que j'ai vu, c'est 100 fois, 5 paquets par jour. Un budget et une santé, elle utilisait, parce que la première que j'ai vue c'était une femme, 3 allumettes par jour, le reste c'est l'allumette, c'est cigarette avec le mégot de la précédente. Donc on est dans un schéma toxicomaniaque extrêmement connu et très puissant. Alors, lorsque on connaît cette mécanique, eh bien, comment peut-on l'expliquer ? Eh bien, on l'explique par des récepteurs. Ces récepteurs nicotiniques, qui ont d'ailleurs été les premiers récepteurs décrits à la surface des neurones et de bien d'autres cellules, eh bien, on a 2 catégories d'êtres humains.
Il y a des gens qui sont capables, qui ont très peu de récepteurs et qui ne sont pas capables d'en fabriquer de nouveaux. Et puis 80% de la population qui sont capables de répliquer ces récepteurs. C'est un matériel génétique qui nous permet de le faire. Et si nous avons la capacité de multiplier nos récepteurs, nous devenons accros. Si on n'a pas la capacité de le faire, nous ne devenons pas accros. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas les méchants qui fument et les gentils qui ne fument pas. Il y a simplement des gens qui ont la chance de ne pas pouvoir multiplier le nombre de leurs récepteurs, et ceux-là ne sont jamais fumeurs. Et ceux qui ont la capacité de multiplier ces récepteurs et qui ont rencontré le tabac, eh bien ceux-là deviendront accros. Donc ne portons jamais de jugement sur le fumeur, de jugement de valeur sur le fumeur, c'est souvent pas de sa faute. Lorsque je remplis mes récepteurs de nicotine, je crois qu'il y en a qui sont plutôt rassurés, quand je remplis mes récepteurs de nicotine, eh bien, ils sont bloqués pendant quelques microsecondes. Ce blocage n'est pas cohérent dans le fonctionnement du cerveau. Donc on va fabriquer de nouveaux récepteurs. Plus je fume, plus j'ai des récepteurs, plus je suis accro. Alors, tout se passe dans le cerveau. Et dans le cerveau, ça se passe à un niveau tout à fait intéressant. Ça se passe dans le circuit de la récompense et des émotions. Cette partie de l'archéocérébellum que nous partageons avec le crocodile et la tortue, c'est-à-dire dans notre archéocérébellum, sur lequel la raison et la volonté n'ont aucun impact. S'arrêter de fumer n'a aucun rapport avec la volonté. C'est autre chose, un autre mécanisme qui nous permet de nous arrêter de fumer ou de limiter nos risques, comme on l'a vu tout à l'heure. Et la réduction des risques aujourd'hui, c'est une politique qui est menée par les tabacologues. J'ai vu que les tabacologues ont encore beaucoup de travail à faire. Qu'est-ce qui intervient là-dedans? C'est bien sûr l'hormone de la récompense, la dopamine, qui intervient. Et lorsqu'on arrête de fumer, on a un déficit de dopamine et des risques de faire des dépressions. Donc il faut que le tabacologue connaisse bien son métier pour accompagner ces gens-là. Mais est-ce vraiment tout? Est-ce vraiment tout? En pratique tabacologique, on s'aperçoit que même si on prend bien en charge les gens dans les 3 composants de la dépendance comportementale, psychologique, physique, on s'aperçoit que malgré tout, même après 6 mois d'arrêt, de temps en temps, j'ai envie d'en reprendre une petite et je la prends. Et je remets en marche tout mon mécanisme de dépendance que nous avons vu jusqu'ici. Alors qu'est-ce que c'est que cette tentation? Comment peut-on analyser ce mécanisme qui va nous amener à reprendre une cigarette tout en connaissant parfaitement les risques que l'on court? Parce qu'évidemment, la connaissance du risque n'a aucun impact sur notre comportement. Ça, on le connaissait depuis longtemps. Eh bien, la cigarette est dotée d'une sorte de statut symbole. C'est pas de moi cette cigarette, mais d'abord, un signe d'appartenance. On en a parlé tout à l'heure. J'appartiens à un groupe. Ce groupe a des normes. Et Dieu sait si aujourd'hui les adolescents sont normés. Eh bien, si dans la norme du groupe, il y a le tabac, il n'y a pas que le tabac, il y a un peu de cannabis, un peu de bière, etc. Eh bien, j'adopte cette norme du groupe. Et puis, c'est un objet transitionnel. Un de mes amis disait un jour, oui, quand il était encore permis de fumer dans les groupes, dans les congrès comme ça, il était plus facile de rentrer avec une cigarette au bec qu'avec son lapin en plus tenu par l'oreille. Cet objet transitionnel, il existe. C'est pas vraiment le doudou, mais pas loin. Et puis un objet transactionnel, t'as pas un clope? Et je vais rentrer en communication plus facilement avec autrui. C'est donc un objet qui est riche en potentialité de rencontre et riche dans les potentialités du groupe. Et puis il y a aussi la maîtrise de son destin. C'est-à-dire, j'ai le droit, moi, de prendre un objet que je connais dangereux, qui est capable de me tuer, mais pourquoi pas mourir de ça ou d'autre chose. Donc cette tentation de maîtrise du destin, c'est quelque chose qui nous a pas trop mobilisé jusque-là, mais qui nous interroge parce que c'est un élément qui rentre en ligne de compte quand on discute avec des gens qui n'arrivent pas à abandonner la dernière cigarette. Alors, bien évidemment, nous vivons tous avec Eros, le dieu de l'amour, le dieu de la vie, Thanatos, le dieu de la mort, qu'on aime bien frôler de temps en temps pour se prouver qu'on existe. Quand on fume pas pour mourir. On fume pour prouver qu'on existe, pour sentir la fumée qui passe là, et sentir que je respire. Le non-fumeur, il ne sait pas qu'il respire. Le fumeur, lui, il sait, il le sent, au fond de sa gorge, sensation qu'on appelle le throat heat, c'est-à-dire la contraction du larynx au contact de la fumée de tabac. Eh bien, cette danse macabre entre Eros et Thanatos, nous les vivons tous, le fumeur le vit plus que les autres, mais nous n'avons pas jusque-là la capacité de dire « Attends, danse plus tard possible » et dans les meilleures conditions. Je vous remercie.